Jeudi 26 avril 1945. Un violent orage éclate au-dessus de Berlin. La pluie va éteindre certains incendies qui faisaient rage dans la ville. Les femmes à Berlin éprouvent une certaine déception de ne pas pouvoir se battre aux côtés des hommes. Comme un signe du destin, les ondes radio s'adressent directement aux femmes et aux jeunes filles. Saisissez les armes des soldats blessés ou morts et participez. Défendez votre liberté, votre honneur et votre vie. Finalement, peu de femmes prendront les armes. Les Berlinois tentent de survivre en organisant du troc. Par exemple, une miche de pain contre une bouteille de schnapps ou une pile électrique contre un morceau de fromage. Les magasins abandonnés sont pillés. Les chevaux morts serviront de viande qu'on va conserver dans des bocaux de vinaigre. Mais chacun a peur de l'avenir. Les hôpitaux berlinois qui n'ont pas encore évacué sont tellement saturés de blessés que toute nouvelle admission est refusée. Des soldats ainsi que des civils sont soignés dans les abris par des femmes ou des jeunes filles. Les soviétiques considèrent que tout endroit où se trouve un soldat allemand, même blessé, est un point d'appui défensif. Pour éviter ce risque, les femmes enlèvent les uniformes des soldats et vont les brûler soigneusement en échange d'habits civils. Goebbels, n'ayant plus d'émetteurs radio, fait distribuer des tracts aux Berlinois. Berlinois, tenez bon! L'armée de Wenck vient à votre secours. Quelques jours encore et Berlin sera de nouveau libre. Les Berlinois ont du mal à croire qu'une seule armée allemande puisse suffire à retourner la situation. En revanche, beaucoup d'entre eux s'accrochent à l'idée que les Américains viennent à leur secours, sans savoir que Staline a ordonné l'encerclement de la ville. Pour aller plus vite, Zhukov donne l'ordre à ses 2 armées blindées de foncer dans la ville. Les chars vont alors avancer en ligne au milieu des rues. Même la 8e armée de Tchouikov, si fière de son expérience acquise lors des combats de Stalingrad, commence à multiplier les erreurs. Les rôles sont désormais inversés. L'armée rouge a une supériorité écrasante et la Wehrmacht est sur la défensive, multipliant les embuscades. Les Waffen-SS ont placé des tireurs aux étages les plus élevés ou sur les toits, car ils sont hors de portée des angles de tir verticaux des canons de chars. Par les soupiraux des caves, les SS attendent jusqu'à la dernière minute pour utiliser leur Panzerfaust. Les membres des jeunesses hitlériennes et de la Volkssturm vont imiter cette méthode. À cause de nombreux chars perdus, surtout au sein de la première armée blindée de la garde, les soviétiques sont rapidement amenés à changer de tactique. La première méthode consiste à mettre des soldats sur les chars et à avancer dans les rues tout en arrosant les fenêtres avec les pistolets mitrailleurs. Mais cette méthode est très rapidement abandonnée, car les chars ne peuvent plus tourner leurs tourelles. La seconde méthode qui est adoptée consiste en l'utilisation de l'artillerie lourde, tout particulièrement des obusiers de 152 mm et de 203 mm pour détruire les barricades et les immeubles avant que les troupes et les chars n'avancent dans une rue ou une avenue. La 3e armée de choc utilise des canons anti-aériens contre les toits des immeubles. Tchouikov met à jour ses notes. Des opérations offensives menées par des unités importantes, comme dans des conditions de combat en race campagne, n'ont aucune chance de succès. Pour lui, il faut réaliser des reconnaissances minutieuses pour repérer les points d'appui ainsi que leur parcours pour décrocher et utiliser la fumée ou l'obscurité pour approcher l'objectif à moins de 30 mètres. Sinon, les pertes seront beaucoup trop élevées. Des groupes d'assaut de 6 à 8 hommes doivent être suivis par des groupes d'appui ou des groupements de réserve, qui sont prêts à faire face à une éventuelle contre-attaque. Les groupes d'assaut doivent être armés de grenades, de pistolets mitrailleurs, de poignards et de pelles affûtées qui peuvent être utilisées lors de corps à corps. Les groupes d'appui doivent être armés de mitrailleuses et d'armes anti-chars. Il y a des sapeurs munis d'explosifs et de pioches, prêts à faire sauter les murs pour passer de maison en maison. Mais de nombreux soldats de l'armée rouge vont utiliser les Panzerfaust pour faire sauter les murs. D'autres groupes nettoient les étages supérieurs des immeubles, d'autres encore vont de toit en toit, et d'autres enfin de cave en cave pour éliminer les tireurs au Panzerfaust. Dans les immeubles, les soviétiques trouvent des civils qu'ils expulsent dans la rue au milieu des combats. Des grenades sont jetées dans les caves au milieu des civils pour éviter qu'un Allemand déguisé en civil ne puisse les atteindre par derrière. Parfois,
il arrive que les propres tirs d'artillerie soviétiques touchent leurs propres camarades, tout comme l'aviation. Tchouikov et Katoukov ordonnent à leur formation de marcher sur la Belle Alliance Strasse, nommée ainsi après la bataille de Waterloo pour commémorer l'alliance contre Napoléon. Et ironie du sort, c'est la division SS française qui défend ce secteur, ainsi que la gare d'Annater. Le général Weidling déménage son quartier général dans le vieil établissement militaire de Bandlerstrasse. L'endroit est équipé d'abris anti-aériens et se situe pas loin de la chancellerie du Reich. Le soir, Weidling va soumettre sa proposition à Hitler d'effectuer une sortie en masse de Berlin afin d'éviter de nouvelles victimes civiles et d'autres destructions. La garnison, qui sert d'escorte à Hitler, doit percer en direction de l'ouest et opérer sa jonction avec les restes du groupe d'armée de la Vistule. L'élément de point de l'opération réunirait tous les chars encore en état de combattre et le gros des divisions d'assaut. Il serait suivi du Führergruppe, comprenant Hitler et des collaborateurs de la chancellerie du Reich. L'arrière-garde serait constituée d'une seule division renforcée. La percée doit avoir lieu dans la nuit du 28 avril. Une fois que Weidling finit son exposé, Hitler secoue la tête. Votre proposition est tout à fait pertinente. Mais à quoi bon tout cela ? Je n'ai aucune intention d'aller errer dans les bois. Je reste ici et je tomberai à la tête de mes troupes. Vous, pour votre part, continuerez à défendre la ville. L'armée rouge, quant à elle, commence à installer son administration provisoire de façon à remettre plus vite en route les services publics. 27 avril 1945. Les troupes soviétiques embarquent plus de 2000 femmes pour les conduire à l'aérodrome de Tempelhof, afin de dégager les pistes des carcasses d'avions détruits. L'aviation de l'armée rouge souhaite utiliser cette base dans les 24 heures. Au fur et à mesure que les troupes allemandes se replient vers le centre-ville, le secteur Z subit des combats intensifs. À chaque char détruit, les soviétiques répliquent par une salve de Katyusha. Le petit groupe de Waffen-SS français est capturé par les soviétiques. Leur sous-officier convainc les hommes de l'armée rouge qu'ils sont des travailleurs forcés et que les Allemands les ont forcés à mettre ces uniformes au moment de l'attaque sur l'Oder. Ces Français, habillés en uniforme SS, ont la chance d'être crus. Krukenberg installe son état-major divisionnaire dans un wagon de métro immobilisé à la station Stadtmitte de Luban, sans électricité ni téléphone. L'armement de ces hommes sont des Panzerfaust venus de la chancellerie. Les Français les utilisent pour des combats rapprochés dans les immeubles et non pas contre les chars, car ils n'ont plus de munitions ni d'armes. Dans le secteur Z, les blessés envoyés à l'infirmerie sont installés dans les caves de l'hôtel Adlon, à l'exception des SS qui sont soignés dans les caves même de la chancellerie par leurs propres médecins et chirurgiens. Les hôpitaux manquent d'eau, de vivres et de produits anesthésiques. Au nord-ouest, la 47e armée achève l'encerclement de la ville en faisant jonction avec la 4e armée blindée de la gare de Koniev et en approchant de Spandau. Certains soldats sont engagés dans de durs combats sur les pistes de l'aérodrome de Gatow, où des groupes de la Volkssturm et des élèves officiers de la Luftwaffe ont mis à l'horizontale les canons de DCA de 88 mm. Au nord, la 2e armée blindée de la garde a à peine réussi à dépasser Sielmenstadt, tandis que la 3e armée de choc progresse vers le Tiergarten et Prenzlauer Berg. Elle a contourné le bunker DCA Humboldthain, qu'elle a laissé aux mains de l'artillerie lourde et de l'aviation. La 5e armée de choc concentre ses troupes entre la Frankfurter Allee et la rive sud de la Spree, après que son 19e corps l'ait franchi et pénétré dans Treptow. Partie du sud, la 8e armée de la garde et la 1re armée blindée de la garde ont franchi le canal de Langwehr, le dernier grand obstacle sur la route menant au quartier des ministères qui se trouve à moins de 2 km de la chancellerie du Reich. Tous les armées de Zhukov ont concentré leurs efforts sur l'objectif fixé par Staline, le Reichstag. Au sud-ouest, la 3e armée de la garde vient d'entrer dans Charlottenburg, tout en expédiant son aile gauche sur la Grunwald pour affronter les restes de la 18e division d'infanterie allemande. Depuis le 24 avril, le corps 20 du général Wenck attaque en s'efforçant de rejoindre la 9e armée, qui est encerclée dans la forêt derrière les lignes de ravitaillement de Koniev.
La division Theodor Korner, composée de jeunes recrues du service du travail, s'en prend au 5e corps mécanisé de la garde, commandé par le général Yermakov, près de Trauenbrietzen. La division Scharnhorst se trouve à proximité de Belitz. Le chef de bataillon écrit : On se battait avec férocité et on ne faisait pas de prisonniers. 28 avril 1945. 3000 soldats blessés et enfants malades sont chargés à bord de plusieurs trains de marchandises par la division Ulrich von Hutten, les conduisant à Barbie. Les Américains acceptent les blessés comme prisonniers de guerre. Wenck assigne la 12e armée à de plus importantes missions. Elle doit pousser vers Potsdam avec le gros de la division Hutten afin d'ouvrir un couloir d'évacuation. L'autre partie de son armée doit aider la 9e armée à se tirer d'affaire. Après consultation du général Wenck, Busse décide de percer vers l'ouest à travers les bois de sapins situés au sud de Berlin. Il compte opérer sa jonction avec la 12e armée puis se replier sur l'Elbe. Le seul problème est que son arrière-garde s'accroche sans cesse aux forces de Zhukov. Il prévient Wenck que son armée avance très lentement. Busse dispose encore de 31 chars, une douzaine de panthères de la Kurmark, les restes de la 21e division de Panzer du général Hans von Luck et une douzaine de chars lourds Tigre du 502e bataillon de Panzer SS. Il va les utiliser comme fer de lance pour percer les arrières de l'armée de Koniev qui se lance à l'assaut de Berlin. Le plein des chars a été effectué en siphonnant les réservoirs des camions abandonnés au bord de la route. L'artillerie de Busse doit lui ouvrir la voie en tirant ses derniers obus avant de faire sauter ses canons. Les hommes de Busse se trouvent encerclés dans le réseau des lacs et des forêts s'étendant au sud-est de Fürstenwald, à la fois par les troupes du 1er front biélorusse de Zhukov et par les formations du 1er front ukrainien de Koniev. Zhukov attaque les troupes de Busse au nord et à l'est par la 3e armée, le 2e corps de cavalerie de la garde qui sont les mieux adaptés au combat en forêt, ainsi que la 33e et la 69e armée. Koniev étudie la carte et s'aperçoit que les Allemands n'ont pas beaucoup de solutions pour tenter leur percée. Il faut qu'ils traversent l'autoroute Berlin-Dresde, au sud de la série des lacs commençant à Troupitz. La 3e armée de la garde du général Gordov doit se diriger vers l'autoroute Berlin-Dresde pour bloquer toutes les routes forestières menant à l'est et à l'ouest. Ces soldats vont abattre de grands sapins pour former des barrages anti-chars. Mais Gordov ne parvient pas à occuper la partie sud de son secteur. La 28e armée vient en renfort à l'est de Barout, mais un léger manque de coordination a lieu entre les deux formations. Traversant la forêt de Halbe, l'avant-garde de Busse traverse le point faible entre les deux armées soviétiques. Elle traverse l'autoroute et atteint la route Barout-Zossen, qui constitue la ligne de ravitaillement de Rybalko à Berlin. Le général Louchinski lance une contre-attaque avec les 50e et 96e divisions d'infanterie de la garde. Les combats sont confus, mais la 2e armée aérienne mitraille et bombarde sans cesse le terrain. Finalement, beaucoup d'Allemands sont rejetés dans la forêt de Halbe. Les équipages de chars se rendent compte que leurs chenilles ne mordent pas le sol sablonneux de la forêt de pins, et à cause des nombreuses attaques aériennes, ils ne peuvent plus emprunter les routes. Le groupe réussit à traverser à la fois l'autoroute de la route Barrett-Zossen, puis il est repéré par un avion de la Luftwaffe qui signale ce mouvement à l'état-major du groupe d'armée de la Vistule, puis au général Jodl, qui en informe Hitler. Le chancelier sort de ses gonds en apprenant que les troupes allemandes se dirigent à l'ouest, et il n'arrive pas à croire que Busse lui ait désobéi. Un message est envoyé par Jodl. Le Führer a précisé que les attaques concentriques de la 9e et de la 12e armée ne doivent pas seulement sauver la 9e armée, mais avant tout sauver Berlin. D'autres messages seront également envoyés. Le Führer, à Berlin, attend des armées qu'elles fassent leur devoir. L'histoire et le peuple allemand n'auront que mépris pour tout homme qui, en ces circonstances, ne fera pas tout son possible pour sauver la situation et le Führer. Aucune réponse à ces messages ne parviendra des troupes encerclées dans la forêt. Dans la nuit, une autre sortie est tentée à partir de Halbe. Dans des combats acharnés, les Allemands réussissent à enfoncer la ligne tenue par la 50e division d'infanterie de la garde. Koniev décide de briser l'offensive en renforçant les flancs de son dispositif.
Des arbres sont abattus en travers des allées forestières menant vers l'ouest. Chaque division d'infanterie poste des batteries de canons anti-chars dissimulées le long des couloirs coupe-feu et derrière tous les obstacles de terrain. Dans le même temps, des régiments d'infanterie appuyés par de petits détachements de chars attaquent dans la forêt à l'est de l'autoroute. Les nombreuses contre-attaques soviétiques visent à disperser les troupes de Bousseux en groupes de plus en plus réduits. Les troupes allemandes sont sans carte ni boussole et n'arrivent pas à trouver leur chemin dans la forêt. La fumée et les arbres leur interdisent de se repérer avec le soleil. Les soldats épuisés et perdus se concentrent de marcher en suivant les sentiers sablonneux. 29 avril 1945. Peu après l'aube, le soleil fait une timide apparition. Cela suffit aux troupes allemandes pour s'orienter dans la forêt. Pendant ce temps, le service politique de l'armée rouge travaille avec acharnement pour convaincre les survivants de se rendre. Plus de 250 000 tracts seront largués au-dessus de la forêt. Des haut-parleurs diffusent sans arrêt des messages préenregistrés par des prisonniers allemands antifascistes. Certains soldats soviétiques crient à travers les arbres « La guerre est finie! Il est temps de rentrer à la maison! La guerre est finie !» Les restes des unités allemandes errent dans la forêt et vont tout faire pour atteindre Berlin. Mais la majorité des Allemands ne passeront pas. Près de 30 000 d'entre eux gisent au cimetière de Halbe. Le nombre de civils morts auprès des soldats monte à plus de 10 000 personnes. Au moins 20 000 soviétiques y laissent la vie. Mais plus de 25 000 soldats accompagnés de civils vont réussir à franchir les 3 lignes successives de troupes soviétiques pour rejoindre l'armée du général Wenck dans le secteur de Belitz. La 9e armée opère dorénavant de façon autonome et confirme que le groupe d'armée de Vistule a cessé d'exister en tant qu'entité cohérente. Le général Heinrici autorise Manteuffel à se replier vers l'ouest dans le Mecklembourg, mais évite d'en informer le maréchal Keitel ou le général Krebs, car cette décision viole les ordres d'Hitler. L'avance de Rokossovski vers l'ouest, entre Berlin et la Baltique, contraint Heinrici et son état-major à abandonner leur quartier général de Hasleben, près de Prenzlau. Ayant donné l'ordre de repli à Manteuffel, Heinrici sait déjà qu'il va avoir des nouvelles de Keitel et Jodl. Ça ne tarde pas, puisque dans la journée, Keitel téléphone à Heinrici, l'accusant d'insubordination et de faiblesse indigne d'un soldat. Il l'informe qu'il est relevé de son commandement et tente de nommer à sa place le général von Manteuffel, qui refuse. Le général Jodl appelle également Heinrici, peu après Keitel, et l'accuse à son tour d'être un lâche et d'être incompétent. Puis, il décide de le convoquer au quartier général de l'OKW. Les adjoints de Heinrici vont le dissuader de s'y rendre, car ils craignent qu'il soit exécuté ou contraint au suicide comme le maréchal Rommel en 1944. Il décide de suivre leurs conseils et finalement, la fin de la guerre lui sauvera la vie. À Berlin, les escadrons de la mort SS poursuivent leur sinistre travail. Ils entrent dans les maisons où est aperçu le drapeau blanc et abattent tous les hommes qui s'y trouvent. Pour ceux qui continuent à se battre, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. S'ils ont soif, ils doivent boire l'eau des canaux. Les crises de nerfs deviennent de plus en plus fréquentes à cause des tirs constants de l'artillerie soviétique. La 5e armée de choc avance vers l'est, sur la rive nord du canal de Landwehr, repousse de la Belle Allianceplatz les restes de la Nordland et de la Muncheberg, et poursuit sa progression vers la gare d'Anhalter. La 61e division d'infanterie et la 28e armée convergent vers elle en venant de directions différentes. La 5e armée de choc se retrouve avec la 8e armée de la garde et franchit le canal pour rentrer en contact avec l'arrière de son flanc gauche. Le colonel Antonov, commandant la 301e division d'infanterie, alerte directement le général Rosly. Tous deux montent dans une jeep pour faire le constat et trouver comment démêler la situation. Antonov écrit. Rosly, qui était habituellement très calme, paraissait inquiet. Il réfléchit un moment et me dit « Comment diable leur faire repasser le canal de la Landwehr ? Ne laisse pas ton ordre de bataille se mêler à celui des gardes. Continue à avancer le long de la Wilhelmstrasse et de la Saarlandstrasse. Donne l'assaut au siège de la Gestapo, au ministère de l'Air et à la chancellerie du Reich. » Antonov exécute son conseil sans perdre de temps.
Il faudra plus de 30 heures à l'état-major de Zhukov pour démêler les choses et établir de nouvelles limites entre les zones d'intervention des différentes armées. La majorité des troupes de Koniev ne tardent pas à être retirées de Berlin et ensuite détournées vers Prague. Les forces de la 3e armée de choc, venant des quartiers nord, arrivent en vue de la colonne de Siegzode, dans le Tiergarten. Les défenseurs allemands ne contrôlent plus qu'une zone de moins de 5 km de largeur et 15 km de longueur. Elle va de l'Alexanderplatz à l'est à Charlottenburg et Reichsportfeld à l'ouest. De là, les détachements de la jeunesse hitlérienne d'Arthur Axmann défendent les ponts sur la Vesle. Depuis la plateforme au sommet de la tour d'Essea du Zoo, le colonel Wollermann, qui commande l'artillerie du général Weidling, regarde autour de lui. On avait une vue panoramique de cette grande ville dévastée, en proie aux flammes et à la fumée. Un spectacle qui ne pouvait que vous serrer le cœur. Hitler, ayant appris qu'Himmler l'avait trahi en proposant un accord de paix avec les alliés occidentaux, explose de colère. Il charge Ritter von Gremm, qu'il vient de nommer maréchal de la Luftwaffe, de repartir et d'organiser une attaque aérienne contre les chars soviétiques qui ont atteint la Potsdamplatz et de s'assurer qu'Himmler ne reste pas impuni. Un traître ne doit en aucun cas me succéder comme Führer. Vous veillerez à ce qu'il ne le fasse pas. Von Gremm ne perd pas une minute. Il appelle Anna Reich qui l'aide à gravir l'escalier de béton. Un véhicule blindé les attend en haut pour les conduire à un avion d'entraînement Arado 96 qui est prêt à décoller à proximité de la porte de Brandebourg. Des soldats soviétiques, venant juste de pénétrer dans le Tiergarten, voient avec stupéfaction l'appareil prendre son envol. Leur crainte immédiate, après avoir repris leur esprit, est d'avoir laissé s'échapper Hitler. Les tirs de mitrailleuses et de canons ne parviendront pas à toucher l'appareil. Ritter von Gremm et Hannah Reich réussissent à s'échapper. Dans le Führerbunker, Hitler décide d'épouser Eva Braun, puis fait dicter son testament à sa secrétaire, Traudl Junge. L'amiral Donitz, commandant en chef de la Kriegsmarine, est nommé président du Reich. Joseph Goebbels est nommé chancelier du Reich. Martin Bormann, chancelier du parti et exécuteur du testament privé. Le Gauleiter, Karl Hanke, est nommé Reichsführer SS à la place d'Himmler. Goebbels dicte à son tour son testament. Les regards des soviétiques sont braqués vers le nord du centre-ville. La 3e armée de choc avance à travers le quartier de Moabit, juste au nord de la Spree, et oblique légèrement de façon à s'aligner sur le Reichstag. Le général Chatilov, commandant la 150e division d'infanterie, pense que Goebbels préside lui-même la défense de la célèbre prison de Moabit et qu'il allait pouvoir le prendre vivant. La prison de Moabit semble être difficile à prendre d'assaut. Un canon lourd est mis en batterie, ce qui va déclencher une intense fusillade depuis la prison. Finalement, une brèche est ouverte dans le mur de l'enceinte. Des groupes d'assaut se précipitent dans la cour et la garnison allemande se rend très rapidement. Les Allemands qui sortent les bras en l'air sont examinés de près, au cas où parmi eux se trouverait Goebbels, déguisé en soldat. Les portes des cellules sont ouvertes. Les uns après les autres, les prisonniers, éblouis par le soleil, sortent en clignant des yeux. Dans les combats de rue, l'armée rouge sait dorénavant à quoi elle a affaire. Des Panzerfaust près des barricades et des bâtiments durs transformés en bunkers. Alors, des obusiers lourds de 152 mm et 203 mm frayent un chemin au groupe d'assaut. Les soldats soviétiques évitent les tunnels de métro et les bunkers, car ils sont persuadés que des soldats allemands se cachent parmi les civils. Ils décident alors d'en bloquer les accès, dès qu'ils atteignent ou dépassent ces tunnels. Si un civil tente de sortir, il risque d'être abattu. 800 mètres séparent la prison de Moabit du pont Moltke sur la Spree. Et 600 mètres plus loin se dresse le Reichstag, que les soldats soviétiques aperçoivent de temps à autre. Pour les hommes des 150e et 171e divisions d'infanterie soviétique, l'édifice, tant convoité, est désormais tout proche. Leurs chefs veulent absolument réaliser le souhait du maître du Kremlin et annoncer la prise du Reichstag avant les cérémonies du 1er mai à Moscou. Face au désespoir, les Allemands font sauter le pont de Moltke, mais les Soviétiques remarquent qu'il est encore debout
Quoiqu'endommagés, ils pourront faire traverser leurs troupes après un intense tir d'artillerie qui anéantit les positions défensives allemandes. Les soviétiques franchissent le pont et décident d'attaquer les grands immeubles de la Kronprinzenufer et de la Molkelstraße. Une fois que toutes les troupes ont traversé la Spree, la 150e division donne l'assaut au ministère de l'Intérieur, sur le côté sud de la Molkelstraße. Les portes et les fenêtres ont été bétonnées avec des meurtrières pour seule ouverture. L'assaut sera très compliqué pour les soviétiques, car l'artillerie et les canons de Katyusha ne peuvent pas traverser le pont. Les sapeurs vont improviser des lance-roquettes individuelles à l'aide de fragments de rails de chemin de fer. Les soviétiques remontent à l'assaut à la grenade et au pistolet mitrailleur pour conquérir ce qui reste à conquérir. À l'intérieur du Führerbunker, Hitler est désormais conscient que tout est perdu. Certains souhaitent la mort d'Hitler pour négocier un cessez-le-feu auprès des Alliés et arrêter la souffrance et la mort. Pendant ce temps, 3 chars T-34 remontent à toute vitesse la Wilhelmstraße jusqu'à la station d'Uban, où ils tombent dans une embuscade tendue par un détachement de SS français armé de Panzerfaust. La 301e division d'infanterie du colonel Antonov commence son offensive. 2 de ces régiments attaquent le quartier général de la Gestapo dans la Prinz-Albrecht-Straße, un bâtiment déjà endommagé par un bombardement américain. Des obusiers de 203 mm sont d'abord chargés d'ouvrir une brèche à courte portée. 2 bataillons se glissent à l'intérieur du bâtiment et hissent le drapeau rouge dans l'immeuble. Mais une violente contre-attaque de la Waffen-SS contraint les soviétiques à se replier le soir même avec de lourdes pertes. La Nordland est dorénavant placée sous l'autorité de Mohnke à la chancellerie. Les seuls renforts reçus de Krukenberg sont une centaine de policiers en fin de carrière. Les groupes français de chasseurs de chars se sont montrés particulièrement efficaces. Ils ont réussi à détruire 108 chars soviétiques dans le secteur. Henri Fenet, le chef de bataillon, est blessé au pied. Il explique que les Waffen-SS étrangers continuent à se battre avec une seule idée en tête. Le communisme ne doit pas passer. Ce n'est pas le moment de faire de la philosophie. À l'ouest, les combats se poursuivent autour de la Wilhelmstraße. La 8e armée de la garde doit franchir le canal de Landwehr pour atteindre le Tiergarten. Certains soldats décident de le traverser à la nage, tandis que d'autres utilisent des embarcations. Certains passeront même par les égouts pour attaquer les Allemands sur leurs arrières. Au pont Potsdamer, les Soviétiques vont utiliser une ruse. Des chiffons imbibés d'essence et des pots de fumigène sont attachés sur un char et sont mis à feu lorsqu'il aborde le pont. Les canons anti-chars allemands et un Tigre cessent de tirer puisque le T-34 semble touché et en flammes. Quand ils comprennent leur erreur, le T-34 leur tire dessus à bout portant et d'autres chars soviétiques le suivent. Le flanc droit de la 8e armée de la garde de Tchoukov, sur le canal de Landwehr, se trouve presque en face du QG du général Weidling, dans le Bendler Block. Mais à ce moment-là, ils ne le savent pas. Weidling sait que la fin est proche, et il convoque ses commandants de division. Il leur fait savoir que la dernière communication radio date de la veille et qu'une partie de la 12e armée du général Wenck est parvenue à Ferch. Mais personne ne sait s'il y a un couloir permettant de s'extraire de Berlin. Weidling compte percer à l'ouest, en suivant la Erlstraße en ligne droite. Leur hache est prévue le lendemain à 22h. L'assaut contre le Reichstag est prévu pour le 30 avril à l'aube. La pression pour prendre le Reichstag avant le 1er mai ne vient pas de Staline, mais de la hiérarchie militaire. Quelques heures avant l'assaut, un correspondant de guerre est convoqué au quartier général de la 150e division d'infanterie. Il est invité à rendre son pistolet. Le capitaine revient vers lui avec une autre arme. Ordre a été donné que quiconque entre au Reichstag soit armé d'un pistolet mitrailleur. Après avoir fini de déjeuner, les soldats soviétiques commencent à vérifier leurs armes et leurs chargeurs de rechange. 30 avril 1945 à 6h du matin, la première compagnie passe à l'assaut. Les hommes ont à peine parcouru 50 mètres qu'ils sont déjà sous un déluge de feu. Tous sont obligés de se coucher sur le sol et de se protéger. Peu après, 2 bataillons tentent d'avancer.
mais beaucoup d'hommes y laissent la vie. Un feu nourri vient de l'Opéra Krall, sur le côté ouest de la Königsplatz, mais également du Reichstag lui-même. La première force d'assaut se trouve prise dans un feu croisé. Une autre division est rapidement déployée pour neutraliser les troupes retranchées dans l'Opéra Krall. Mais avant de l'atteindre, il faut que les troupes soviétiques nettoient les bâtiments qui se trouvent derrière le quai. Dans la matinée, des canons d'assaut et des chars traversent le pont Moltke pour appuyer l'infanterie sur la Königsplatz. Grâce à des tirs soutenus de l'artillerie et des blindés, les bataillons de la 150e division d'infanterie atteignent le tunnel inondé de la Königsplatz peu après 11 heures. 2 heures plus tard, ils repartent à l'assaut et sont pris sous un feu intense venant de leurs arrières. Sur la droite, les canons anti-aériens allemands qui sont installés au sommet du bunker du Zoo à 2 km entrent en action. Les soldats soviétiques sont de nouveau obligés de se mettre à l'abri et décident d'attendre la nuit tombée. Durant l'après-midi, la 171e division d'infanterie continue de nettoyer les immeubles du quartier des ambassades sur le côté de la Königsplatz et fait venir d'autres canons d'assaut et d'autres chars. 90 pièces dont les obusiers de 152 mm et de 203 mm ainsi que les lance-roquettes Katyusha tirent continuellement sur le Reichstag. Le ministère de l'air dans la Wilhelmstrasse fait également l'objet d'un intense bombardement. Ces murs en béton résistent. Le quartier des munitions est défendu par toutes les troupes qui ont pu se replier, soit 10 000 hommes, parmi lesquels une forte présence de Waffen-SS étrangers. La route de repli vers l'ouest est désormais coupée. La 8e armée de la garde dans la partie sud de Tiergarten et la 3e armée de choc sont stoppées par les tirs de DCA venant de la tour de DCA du Zoo. Le corps blindé des armées de Koniev, venant du sud, et la 2e armée blindée de la gare de Joukov occupent la majeure partie de Charlottenburg. À l'ouest, le détachement de la jeunesse hitlérienne tient encore une partie de Heeresstrasse et le pont de Pinchelsdorf, sur la Vesle. Ils défendent également le pont donnant accès à Spandau, à 2 km au nord. Les effectifs de la division SS Charlemagne ne comptent plus qu'une trentaine d'hommes et une bonne partie des Panzerfaust venant de la chancellerie ont déjà été utilisés. Les derniers chars Tigre du bataillon Hermann von Salza sont envoyés au Tiergarten pour affronter les blindés de la 3e armée de choc et de la 8e armée de la garde. À l'intérieur du Führerbunker, Keitel annonce qu'aucune aide n'est à espérer. Le général Mohnke, au vu des combats qui se déroulent dans le quartier des ministères, estime que les troupes défendant la chancellerie ne tiendront plus que 48 heures. Le général Weidling affirme que la résistance devra cesser la nuit suivante, faute de munitions. Il sollicite de nouveau Hitler pour tenter une percée hors de Berlin. Hitler refuse de donner une réponse dans l'immédiat. Weidling retourne à son quartier général au Bendlerblock. Vers 13h, un Sturmführer SS escorté d'un petit détachement arrive de la chancellerie et lui tend une lettre. L'enveloppe porte l'aigle, la croix gammée et l'inscription Der Führer en lettres dorées. Hitler informe Weidling qu'il ne peut absolument pas être question d'une capitulation. Une percée n'est autorisée que si elle vise à rejoindre d'autres formations combattantes. Le combat doit se poursuivre par petits groupes dans la forêt. Weidling, soulagé, envoie immédiatement un véhicule de reconnaissance de la Nordland pour faire le tour des unités afin de prévenir leur chef en vue de se préparer. Ils vont tenter une percée vers l'ouest par Charlottenburg le soir même à 22h. À 15h, dans le Führerbunker, une détonation retentit. Hitler s'est suicidé avec sa femme Eva Braun qui a pris du poison. Les corps sont emmenés dans les jardins de la chancellerie. Otto Gunche et Ling arrosent copieusement leur corps d'essence pour y mettre le feu. Goebbels, Bormann, Krebs et Burgdorf apparaissent pour leur rendre un dernier hommage en faisant le salut nazi. La 3e armée de choc reçoit pour instruction de se diriger vers le quartier des ministères de Berlin. Elle apprend peu après que sa destination est la chancellerie du Reich. Une compagnie de reconnaissance a reçu pour mission de prendre Hitler vivant, mais sans savoir s'il se trouve encore à Berlin. Martin Bormann, quant à lui, se préoccupe de la succession du défunt Führer et du nouveau gouvernement à constituer. Il envoie un message à l'amiral Dönitz, à son quartier général à Plon, près de Kiel sur la Baltique.
Le télégramme l'informe simplement qu'il a été désigné comme successeur du Führer à la place de Göring. Bormann s'est abstenu de préciser à Dönitz qu'Hitler est mort. Himmler est à plomb avec Dönitz et celui-ci ne l'a jamais arrêté pour trahison. Bormann veut s'échapper de Berlin, mais Goebbels, Krebs et Burgdorf, eux, veulent rester et se donner la mort. Les survivants de la 9e armée de Busse tentent désespérément de survivre en se frayant un chemin dans la forêt. Certains réussissent à atteindre le point de rendez-vous à Kummersdorf. Alors que Weidling prévoit sa percée, le Sturmführer SS revient lui apporter un message signalant qu'il est convoqué à la chancellerie. Arrivé sur place, il est accueilli par Goebbels, Bormann et Krebs. Il l'emmène dans la chambre d'Hitler pour l'informer qu'Hitler et Eva Braun se sont suicidés et que leurs corps ont été brûlés et enterrés dans un cratère du jardin de la chancellerie. Weidling jure que personne ne sera au courant. Une seule personne doit être mise au courant, Staline. Le soir même, le général Krebs tente de conclure un armistice avec son homologue soviétique afin qu'il puisse prévenir le Kremlin. Pendant ce temps, l'artillerie lourde continue à se déchaîner sur le Reichstag, qui se trouve à moins d'1 kilomètre de la chancellerie. Le capitaine Nestroyev, commandant l'un des bataillons d'assaut, est harcelé par les sergents qui veulent que leur section ait l'honneur d'être la première sur l'objectif. Chacun rêve de dresser sur le Reichstag le drapeau rouge de la 3e armée de choc. L'une des équipes porte-drapeau est entièrement formée de membres du Komsomol et a été désignée par le service politique pour le bataillon de Nestroyev. C'est un Géorgien qui portera le drapeau rouge en hommage spécial à Staline qui a des origines géorgiennes. Le général Chatilov, commandant de division, ordonne à ses unités de planter le drapeau rouge sur le bâtiment à n'importe quel prix. À 18h, dans une obscurité survenue à cause de l'épaisse fumée, les 3 régiments d'infanterie de la 150e division, appuyés par des chars, passent à l'action. Les fantassins trouvent des issues, portes, fenêtres, murets et demandent l'intervention de l'artillerie lourde qui crée une brèche. Les troupes accèdent au hall principal, mais font face aux défenseurs allemands qui leur tirent dessus aux pistolets mitrailleurs, aux Panzerfaust et à la grenade, depuis les galeries de pierre au-dessus d'eux. Les pertes soviétiques sont terribles, mais les soldats vont user de leurs pistolets mitrailleurs et de leurs grenades pour pouvoir enfin gravir les larges escaliers de pierre. Une partie de la garnison allemande, composée de marins, de SS et des membres de la jeunesse hitlérienne, se replie dans les sous-sols. Le reste continue à se battre en reculant vers les étages supérieurs, étage après étage, couloir après couloir. Les combats dans le Reichstag vont durer toute la nuit. Au Bandlerblock, le colonel Refior reçoit un appel téléphonique de la chancellerie. On lui demande de commencer à envoyer des messages au commandement de l'armée rouge à Berlin pour l'informer que le général Krebs souhaite un rendez-vous en vue d'entamer des négociations. La mise au point du cessez-le-feu dans le secteur de la 8e armée de la garde durera de 22h le soir du 30 avril aux premières heures du 1er mai. Tchouikov accorde un sauf-conduit à Krebs pour qu'il puisse se rendre à son quartier général installé dans un pavillon de banlieue à Schulenburg-Ring, à côté de l'aéroport de Tempelhof. Le général Krebs, accompagné du colonel von Dudwig et de l'Obersturmführer Nélandis, un letton agissant comme interprète, arrive sur la ligne de front à 22h. Les Allemands sont ramenés au quartier général de Tchouikov à 4h du matin. Aux côtés de Tchouikov, Wisniewski et Damaltovski, qui se font passer pour des officiers d'état-major, sont en réalité des correspondants de guerre. Ce que je vais vous dire est absolument secret. Vous êtes les premiers étrangers à apprendre que, le 30 avril, Adolf Hitler s'est suicidé. Nous le savons. Cette phrase est une stratégie pour déconcerter son interlocuteur. Krebs lui donne lecture du testament politique d'Hitler et d'une déclaration de Goebbels qui préconise une issue satisfaisante pour les nations ayant le plus souffert de la guerre. Wyszynski, assis à droite de Tchouikov, note toute la conversation dans son carnet. Tchouikov téléphone ensuite à Zhukov pour le prévenir de la situation. Zhukov envoie immédiatement son adjoint, le général Sokolovski, au quartier général de la 8e armée de la garde. Le maréchal appelle ensuite Staline, qui se trouve dans la datcha. Le général Vlasik, chef du service de sécurité, répond.
Le camarade Staline vient juste d'aller se coucher. S'il te plaît, réveille-le. L'affaire est urgente et ne peut attendre jusqu'au matin. Staline prend le téléphone quelques minutes plus tard. Joukov l'informe du suicide d'Hitler. Donc c'est fait. Dommage qu'on n'ait pas pu le prendre vivant. Où est le corps ? Selon le général Krebs, le corps a été brûlé. Dis à Sokolovski qu'il n'y aura pas de négociation. Nous n'accepterons qu'une reddition sans condition, de Krebs ou de l'un des autres membres de la bande d'Hitler. Et ne me rappelle pas avant le matin s'il n'y a rien d'urgent. Je veux pouvoir prendre un peu de repos avant le défilé. Pendant ce temps, au quartier général de la 8e armée de la garde, la discussion se poursuit. Tchoukov tente de lancer la discussion sur la reddition, mais Krebs lui répond en diplomate plutôt qu'en militaire que Doniz doit être reconnu président du Reich par l'Union soviétique. C'est seulement à ce moment-là que l'Allemagne pourra se rendre à l'armée rouge et empêcher le traître Himmler de passer un accord séparé avec les Américains et les Britanniques. Mais Tchoukov n'est pas dupe. Le général Sokolovski s'est joint à la discussion et appelle Joukov. Il joue au plus fin. Krebs affirme qu'il n'a pas autorité pour décréter une reddition sans condition. Selon lui, seul le nouveau gouvernement dirigé par Donitz a ce pouvoir. Krebs essaie d'obtenir de nous une trêve. Je pense qu'on devrait l'envoyer au diable s'il n'accepte pas immédiatement une reddition sans condition. Tu as parfaitement raison. Dis-lui que si Goebbels et Bormann n'acceptent pas une reddition sans condition, on fera de Berlin un champ de ruines. Après consultation avec la Stavka, Joukov fixe l'heure limite à 10h15 ce matin du 1er mai. Mais aucune réponse n'est reçue à cet ultimatum. 25 minutes après l'heure fixée, le premier front biélorusse déclenche un déluge de feu sur ce qui reste du centre-ville. Au centre de Berlin, dans la matinée, quelques officiers ont appris la nouvelle de la mort d'Hitler et certains espèrent des négociations. Mais au milieu de la matinée, la reprise du pilonnage d'artillerie parle d'elle-même. Le général Krebs n'a pas réussi à obtenir une trêve. Les soviétiques veulent une reddition sans condition et Goebbels refuse. Au cœur des combats, Mohnke fait part à Krukenberg de ses craintes de voir les troupes soviétiques emprunter les tunnels de Luban pour attaquer la chancellerie par l'arrière. Krukenberg donne l'ordre aux sapeurs SS de faire sauter le tunnel de Luban, qui passe sous le canal de Landwehr, près de la Trebinerstrasse. À l'aube du 2 mai, le tunnel explose, en inondant près de 25 km de tunnels d'U-Bahn et de S-Bahn. L'eau passe par les gaines d'aération, mais elle ne dépasse pas 1,50 m de profondeur et monte lentement, ce qui laisse le temps d'évacuer les wagons de blessés à l'arrêt près de la station d'U-Bahn du Stadtmitte. À l'intérieur du Reichstag, on se bat encore avec acharnement, ce qui rend dérisoire le drapeau rouge de la victoire qui avait été hissé par force avant minuit le 1er mai. De part et d'autre, les soldats sont épuisés et assoiffés, la gorge et le nez mis à vif par la poussière et la fumée. Les échanges de tirs vont se poursuivre jusqu'en fin d'après-midi. Les Allemands dans les sous-sols crient qu'ils veulent négocier avec un officier supérieur. Le capitaine Nestroyev demande au lieutenant Berest de se faire passer pour un colonel. Pour cacher ses épaulettes, une pelisse doublée de mouton est posée sur ses épaules, puis il part négocier. Les Allemands sortent des sous-sols, sales et dépenaillés, et clignent nerveusement des yeux. 300 officiers et soldats déposent les armes, 200 ont perdu la vie et 500 blessés sont retrouvés dans le poste de secours improvisé dans les caves. La vaste tour de DCA du Zoo, à l'angle sud-ouest du Tiergarten, est une forteresse impressionnante. Même les obus de 203 mm soviétiques ne parviennent pas à détruire cette infrastructure. La première armée de Katoukov et la 8e armée de la gare de Tchoukov progressent dans la Tiergarten en venant du sud après avoir traversé le canal de Landwehr. Pour prendre la tour de DCA du Zoo, 2 régiments de la 79e division d'infanterie de la garde sont mobilisés. Ne pouvant organiser un assaut classique, les soviétiques envoient en délégation des prisonniers allemands porteurs d'un message écrit au crayon. Nous vous proposons de rendre la forteresse sans autre combat. Nous vous garantissons qu'aucun soldat, même SS ou SA, ne sera exécuté. L'un des prisonniers revient avec la réponse suivante. Votre note a été reçue à 23h. Nous capitulerons ce soir à minuit. Signé à l'heure, commandant la garnison.
En réalité, Haller n'est pas le commandant de la garnison et le délai demandé n'a pour seul but que de tenter une percée le soir même. Spandau, la citadelle à la périphérie nord-ouest de Berlin, est également assiégée. Le général Perkorovitch demande au major Grishin d'aller proposer une reddition à la garnison allemande. Vladimir Gral et Grishin émergent d'un rideau d'arbres avec un drapeau blanc et s'approchent lentement de la barricade installée autour d'un char-tigre incendié. Les Allemands leur lancent une échelle de corde d'un balcon de pierre à une douzaine de mètres au-dessus de la porte principale. Les deux soviétiques grimpent et arrivent au balcon, puis ils sont conduits dans une salle obscure. Ils distinguent un groupe d'officiers de la Wehrmacht et de la SS. L'homme qui fait figure de commandant est le colonel Jung. Son adjoint est le lieutenant-colonel Kohr. Vladimir Gall engage les négociations, puis les deux officiers allemands lui expliquent que s'il tente de se rendre, il serait exécuté. Ce qui laisse à penser qu'ils ne sont pas au courant de la mort d'Hitler. Gall leur explique que Berlin est encerclé par l'armée rouge, qui a opéré la jonction avec les Américains. Il affirme que s'ils se rendent, il n'y aura pas d'exécution. Des vivres seront également distribués à tout le monde et les blessés et malades seront soignés. Mais s'ils refusent, l'armée rouge donnera l'assaut et plus aucune de ces garanties ne sera respectée. Nous sommes tous soldats et nous savons les uns comme les autres que beaucoup de sang est versé. Et si nos hommes sont nombreux à tomber, je ne peux répondre des conséquences. De plus, si vous refusez de vous rendre, vous serez responsable de la mort de tous les civils que vous avez avec vous. Et l'Allemagne a perdu tant de sang que chaque vie doit être importante pour son avenir. Les officiers SS le regardent avec des yeux haineux. Grishin dit à ses interlocuteurs qu'ils ont jusque 15 heures pour se décider. Puis, les deux soviétiques repartent comme ils sont venus, auprès de leurs camarades, et leur expliquent qu'il n'y a eu aucune réponse de la part des Allemands. À l'approche de l'heure, les lieutenants Ebbinghaus et Brettschneider descendent l'échelle de corde et annoncent que les conditions de reddition sont acceptées, mais qu'elles doivent d'abord être précisées par écrit et signées. Les officiers et soldats soviétiques, heureux, se précipitent vers eux en donnant une claque dans leur dos avec un grand sourire. Après que la reddition ait été rédigée puis signée, les officiers soviétiques apportent quelques bouteilles de cognac et des verres pour porter un toast. 2 heures plus tard, Grishin et Gall entrent cette fois par la porte principale. Les soldats soviétiques mettent sur un tas toutes les armes de la garnison, dont les membres sortent de la citadelle en colonne. Au sud de Berlin, la 9e armée allemande fait une ultime tentative pour traverser la dernière ligne de défense de Koniev. La 12e armée a réussi à tenir assez longtemps le secteur de Belitz pour maintenir ouvert un couloir d'évacuation en direction de l'Elbe. L'état-major de la 12e armée du général Wenck réunit des camions et tous les véhicules disponibles dans la région pour transporter les hommes épuisés et met en place des cuisines roulantes pour pouvoir les nourrir. Entre 20 000 et 30 000 soldats arrivent en compagnie de milliers de civils. Wenck témoigne. Quand les soldats arrivaient jusqu'à nous, le colonel Reichelm s'écroulait d'épuisement, tout simplement. Il fallait parfois leur taper dessus, car autrement ils ne seraient pas arrivés à monter dans les camions et seraient restés là, à mourir sur place. C'était terrible. Au cours de l'après-midi, à Berlin, un message arrive en provenance de la chancellerie. Ordre est donné pour que le dernier char Tigre appuyant la Nordland soit replié pour être mis immédiatement à la disposition de Mohnke. Fenet et ses Français défendent toujours le siège de la Gestapo dans la Prinz-Albert-Straße. Les restes du régiment Danemark se trouvent à une centaine de mètres à l'est, autour de la station d'U-Bahn de la Korstraße, dans la Friedrichstraße. 2e régiment Norge couvre leur flanc gauche autour de la Leipziger Straße et du Splittermarkt. Dans la chancellerie, Magda Goebbels assassine ses enfants. Joseph Goebbels et son épouse se suicident à leur tour. L'aide de camp, Gunther Schwagermann, arrose leur corps d'essence et y met le feu. À 21h30, la radio de Hambourg annonce au peuple allemand qu'une nouvelle grave et importante va être annoncée. Les auditeurs vont entendre la voix de l'amiral Dönitz, qui annonce qu'Adolf Hitler est tombé en combattant à la tête de ses troupes et qu'il lui succède. À Berlin, faute de courant électrique, très peu de personnes vont entendre cette nouvelle.
La reddition de Weidling doit avoir lieu à minuit et la tentative de percer vers le nord, au-delà de la Spree, doit commencer à 1h du matin. Le personnel du Führerbunker, notamment Traudl Junge et Gerda Christian, les secrétaires d'Hitler, et Constance Manziarly, sa diététicienne, est invité à se rassembler et à se tenir prêt pour le départ. Krebs et Burgdorf, quant à eux, se suicident peu après leur départ. Mohnke convoque Krukenberg et lui demande s'il veut continuer à défendre Berlin. Il ajoute que le général Weidling a donné l'ordre de tenter une percée à travers les lignes soviétiques en direction du nord-ouest et qu'un cessez-le-feu doit intervenir à minuit. Krukenberg déclare qu'il est prêt à se joindre à la tentative de percée. Ziegler s'en va pour rassembler la Nordland et les unités voisines. Krukenberg envoie des messages au détachement à la pointe de son dispositif pour qu'il puisse se replier. Le groupe français de Fenay, qui défend encore le siège de la Gestapo, ne recevra jamais le message. L'officier envoyé par Krukenberg pour livrer les messages a certainement perdu la vie avant de rejoindre les SS français. Après 2 heures de retard, les groupes se mettent en route. Mohnke et les secrétaires évitent le grand pont de la Weidendammer, passent par une passerelle métallique située 300 mètres plus bas et se dirigent vers l'hôtel de la Charité. L'autre groupe va emprunter le pont de la Weidendammer. Des centaines de soldats de la SS, de la Wehrmacht sont rassemblés. Le dernier char Tigre fracasse la barricade qui ferme l'extrémité nord du pont. Les soviétiques, ayant entendu le bruit, ouvrent le feu. Un projectile anti-char vient frapper le Tigre. De nombreux civils et soldats sont tués par les mitrailleuses. Suite à une explosion, Bormann est projeté au sol. Il porte sur lui le dernier exemplaire du testament d'Hitler. D'autres tentatives seront faites les heures suivantes. Krukenberg réussit à rassembler la majorité des SS français. Ils réussissent à traverser la Spree, peu avant l'aube. Mais dans le secteur de Luban, les soviétiques se sont renforcés et vont ouvrir le feu sur Krukenberg et ses hommes, les obligeant à se replier. Ils vont se diriger vers un atelier de menuiserie non loin de leur position. Ils vont enlever leurs uniformes et enfiler des combinaisons de travail. Krukenberg réussit à gagner Dahlem, où il se cachera chez des amis. Informé de ces tentatives de percée, Zhukov ordonne à toutes ses troupes d'être en alerte générale. 2 mai à 1h du matin. Tchouikov est réveillé car les unités de transmission de l'armée rouge ont capté des messages répétés du corps de Panzer 56 qui demande un cessez-le-feu et précise que des parlementaires vont se présenter avec un drapeau blanc au pont de Potsdam. Il s'agit du colonel von Tuving, accompagné de 2 autres officiers. Après avoir négocié avec l'un des représentants de Tchouikov, le colonel retourne voir Weidling. À 6h, il se rend avec son état-major et est conduit au quartier général de Tchouikov, où il doit préparer un ordre de capitulation à l'intention de la garnison de Berlin. En cette matinée fraîche, les prisonniers de la Gestapo encore vivants vont être libérés par l'armée rouge. Le pasteur Reinecke, le seul prêtre à avoir été épargné lors des exécutions sommaires de la semaine précédente, écrit dans une lettre. Le degré de sadisme auquel j'ai été soumis durant la semaine et demie qui vient de s'écouler défie toute description. Au Führerbunker, après que Krebs et Burgdorf se soient suicidés l'un à côté de l'autre, le capitaine Schädle, commandant l'unité de la Leibstandarte Adolf Hitler à la chancellerie, se suicide également. Le drapeau est hissé sur le toit par le major Anna Nikulina du service politique du 9e corps d'infanterie, appartenant à la 5e armée de choc de Berzarin, et le sergent Gorbatchev ainsi que le soldat Bondarev en accrochent un autre à l'entrée principale de la chancellerie du Reich. Quant aux fugitifs de la nuit précédente, le groupe conduit par Mohnke, qui comprend le pilote personnel d'Hitler, ses secrétaires et sa diététicienne, ainsi qu'Hans Bauer, ils doivent se cacher dans une cave où ils seront découverts dans l'après-midi. Toute résistance est vaine. Les hommes sont immédiatement arrêtés, mais les femmes sont libres de s'en aller. Traudl Junge et Gerda Christian se sont déguisés en hommes, mais Constance Manziarly se retrouve séparée d'elle. Plus personne ne la reverra. Les 2 secrétaires réussissent à atteindre l'autre rive de l'Elbe après quelques aventures périlleuses.
L'aide de camp SS d'Hitler, Otto Gunsch, est fait prisonnier par l'armée rouge. Mohnke, Rathenhuber et les autres sont remis au Smersh pour subir un interrogatoire. Staline veut savoir ce qui s'est passé avec Hitler, s'il est en vie ou non. Les officiers du Smersh découvrent dans les jardins de la chancellerie 2 corps calcinés. Pour eux, aucun doute. Il s'agit bien de Joseph Goebbels, qui a été reconnu à cause de sa semelle orthopédique, et de son épouse Magda Goebbels. Les corps de leurs enfants ont été retrouvés à l'intérieur du bunker. La préoccupation principale du détachement soviétique est de retrouver le corps d'Hitler. Zhukov se rend à la chancellerie, mais on lui interdit de descendre dans le bunker, en lui certifiant que l'endroit n'est pas encore sûr. Au nord, les canons soviétiques pilonnent encore un groupe de SS retranché dans un immeuble des bords de la Spree. Les soldats de l'armée rouge vont sortir des caves et des tunnels des hommes de la Wehrmacht, de la SS, de la jeunesse hitlérienne et de la Volkssturm. Les prisonniers jettent leurs armes et lèvent les bras bien haut. Les officiers allemands ont remis une feuille de démobilisation à tous leurs hommes, mais cela ne sert à rien. Tout ce qui porte un uniforme, pompiers et cheminots compris, est arrêté et va rejoindre les premières colonnes de prisonniers destinées à être envoyés à l'Est. Vassili Grossman écrit « Un flot d'impressions terribles. Des incendies et de la fumée, de la fumée, de la fumée. D'immenses foules de prisonniers de guerre. Les visages portent le sceau de la tragédie, et ce qu'on lit sur beaucoup d'entre eux ne traduit pas seulement la souffrance personnelle, mais celle du citoyen d'un pays détruit. Des prisonniers partout. Des policiers, des employés, des vieillards et des écoliers, presque des enfants. Beaucoup d'hommes sont accompagnés de leurs épouses, de belles jeunes femmes dont certaines s'efforcent de rire pour réconforter leur mari. Un jeune soldat avec 2 enfants, un garçon et une fille. Les gens, tout autour, se montrent compatissants envers les prisonniers. Le visage empreint de tristesse, ils leur donnent de l'eau et du pain. À la fin de la journée du 2 mai, les derniers coups de feu retentissent. Les soviétiques commencent peu à peu à manifester leur joie. Grossman écrit « Les chars sont tellement couverts de fleurs et de drapeaux rouges qu'on ne les voit presque plus. Des fleurs poussent dans les canons comme sur les arbres au printemps. Tout le monde danse, chante, rit. Des centaines de fusées de toutes les couleurs sont tirées dans le ciel. Chacun salue la victoire en déchargeant pistolets mitrailleurs, fusils et pistolets. » Pour étancher leur soif, de nombreux soldats boivent dans les fûts métalliques contenant du solvant industriel. Après avoir fêté la victoire, ils agoniseront pendant 3 jours avant de mourir. Au sud-ouest de Berlin, les soldats du général Wenck continuent de transporter vers l'Elbe dans des camions et des trains de marchandises les survivants de la 9e armée qui sont dans un piteux état. 3 mai. Les échos des événements de Berlin arrivent auprès du général Wenck, qui ordonne le rétablissement du salut militaire classique au lieu du salut nazi. Wenck ordonne au général baron von Hildesheim d'aller négocier avec la 9e armée américaine. Les Américains acceptent de prendre les soldats blessés et désarmés, mais refusent d'accueillir les civils, qui sont censés rentrer chez eux à la fin de la guerre. 5 mai 1945. La traversée de l'Elbe débute. La priorité est donnée aux survivants de la 9e armée. Le périmètre de la 12e armée se réduit déjà sous la pression soviétique. Les détachements américains contrôlent et filtrent les soldats qui passent sur le pont à la recherche de SS, d'étrangers et de civils. Les soldats allemands donnent leurs casques à des femmes pour essayer de les faire passer discrètement, mais la majorité d'entre elles est découverte puis refoulée. 6 mai 1945. Face à l'intensité des tirs soviétiques, les Américains se replient de l'Elbe. Beaucoup de civils et de soldats allemands coincés sur l'autre rive en profitent pour traverser. Le matin du 7 mai, les pièces d'artillerie restant de la 12e armée tirent leur dernier coup de feu et les servants détruisent leurs canons. Tous détruisent leur matériel. Dans l'après-midi, le général Wenck et son état-major traversent à leur tour l'Elbe. Les troupes soviétiques ouvrent le feu sur le bateau, blessant 2 sous-officiers, dont l'un mortellement. Le 5 mai à Berlin, sous un temps pluvieux, les corps d'Hitler et d'Eva Braun sont retrouvés dans un cratère d'obus. Staline veut en être sûr et envoie le général Vadis pour effectuer des vérifications.
Partout, les forces allemandes se rendent. Le 7 mai, aux premières heures, le général Jodl signe au nom de l'amiral Dönitz et de l'OKW la reddition sans condition au quartier général d'Eisenhower à Reims. Le général Sousloparov, principal officier de liaison soviétique, signe au nom du commandement de l'armée rouge. Staline est hors de lui. Pour lui, la reddition doit être signée à Berlin et présentée à l'armée rouge, qui a fourni l'essentiel de l'effort de guerre. 8 mai 1945. Les Alliés pénètrent dans la grande salle d'un bâtiment de 2 étages qui est l'ancienne cantine du génie militaire allemand à Karlshorst. Assis à la grande table surmontée des drapeaux des 4 puissances, le maréchal Zhukov, Teder à sa droite, le général Spatz et le général Delattre de Tassigny à sa gauche. Friedeburg et Stumpf ont un air résigné, mais Keitel, lui, s'efforce de rester impérial. Le document de capitulation est apporté à la table. Zhukov le signe, puis Teder, puis Spatz et Delattre. Keitel est assis droit sur sa chaise, les poings serrés. Zhukov se lève et dit « Nous invitons la délégation allemande à signer l'acte de capitulation. » Une fois la phrase transmise à Keitel par un interprète, ce dernier montre d'un geste impatient qu'on peut poser les documents devant lui. Zhukov désigne l'extrémité de sa propre table et commande à l'interprète de dire « Dites-leur de venir signer ici. » Keitel se lève et s'approche. Il retire son gant avec ostentation avant de saisir le stylo. L'homme qui regarde au-dessus de son épaule est le général Serov, un représentant de Beria du NKVD. Il remet son gant et regagne sa place. Stumpf signe après lui, puis Friedeburg. La délégation allemande peut quitter la salle. Annonce Zhukov. Les 3 hommes se lèvent. Keitel lève son bâton de maréchal en guise de salut, tourne les talons et quitte la salle. Dès que la porte est fermée sur les 3 hommes, tout le monde lâche un soupir de soulagement. Zhukov sourit, Teder également. Tous se serrent la main. Les officiers soviétiques se donnent de viriles accolades. La réception qui suit va durer jusqu'à l'aube. Dehors, des détonations retentissent dans toute la ville. Les officiers et hommes du rang célèbrent la victoire en tirant leurs dernières cartouches vers le ciel. Après 6 ans de conflit avec l'Allemagne, la guerre est enfin terminée en Europe, laissant derrière elle la peur, des pleurs, des cicatrices et des témoignages. Tous ces hommes et femmes d'hier voudront que les générations d'aujourd'hui et demain n'oublient pas cette période qui a changé le monde entier.